Ma fille m'a dit, mes beaux-parents vont venir vivre avec nous, et toi, tu dois partir. J'ai ri. Quand Alfred est décédé, je m'étais dit que je resterais seulement quelques mois, juste le temps d'aider Tania à retrouver ses repères. Elle devait gérer son deuil, des jumeaux en bas âge et un mari avec des horaires compliqués. Moi, j'avais du temps, de l'énergie et l'instinct maternel. Alors, j'ai emménagé chez eux. Cela fait maintenant 3 ans. Au début, ça me faisait du bien de me sentir utile. Je me levais tôt, préparais les goûters pour l'école, faisais des lessives à n'en plus finir. J'ai utilisé ma retraite pour combler les trous que leur salaire ne couvrait pas, les courses, les factures d'électricité, les acomptes pour la crèche. Je payais sans me plaindre. Je me répétais sans cesse, c'est ce que fait une famille. Mais au fil des mois, les remerciements ont disparu. Ce qui était des services est devenu des obligations. Et l'espace que j'occupais, aussi bien physique qu'émotionnel, s'est réduit. Tania a arrêté de me demander si je voulais dîner avec eux. Les jumeaux ont commencé à appeler Béatrice, la mère de Liam, celle qu'on appelait l'autre grand-mère, simplement mamie, alors qu'elle vivait juste en face mais ne venait presque jamais. Je mentionnais Alfred de temps en temps, mais mes mots se perdaient dans un silence lourd, comme si je parlais d'une vieille série que plus personne ne regardait. Pourtant, je suis restée. J'ai continué à cuisiner, à régler le thermostat chaque jour. J'ai ignoré les regards quand le son de mes séries policières était un peu trop fort. Je me disais que j'avais de la chance d'être proche de mes petits-enfants, que c'était ça la vie, être utile jusqu'au bout, même quand on ne vous veut plus vraiment. Puis, mardi dernier, alors que je pliais les chaussettes des enfants, Tania est entrée dans la buanderie, tenant son téléphone comme un bouclier. « Maman » a-t-elle dit sans vraiment me regarder, « les parents de Liam vont venir habiter ici. » J'ai cligné des yeux, une chaussette à la main. « Ils viennent en visite ?» ai-je demandé. « Non. Pour vivre. Définitivement. On a besoin de place. » J'ai ri, attendant un sourire en retour, qui n'est jamais venu. « Il va falloir que tu partes d'ici la fin du mois » a-t-elle ajouté. J'ai éclaté de rire, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça sonnait tellement absurde, comme une réplique sortie d'une mauvaise comédie. Mais son visage est resté figé, les bras croisés, parfaitement sérieuse. J'ai reposé les chaussettes dans le panier, lentement, comme si ce geste pouvait ralentir la réalité qui me frappait. Puis je suis passée devant elle, la gorge nouée. Dans le couloir, mon regard a croisé une photo de famille sur l'étagère dans mon cadre, ma photo, sauf que, je n'y étais plus. La porte du bureau était grande ouverte. À l'intérieur, des cartons empilés. Le lendemain matin, le déménagement avait déjà commencé. Tania a frappé doucement à ma porte, comme si j'étais une simple invitée de passage. Elle est entrée avec un sourire forcé et un stylo à la main. Et dit, ça t'ennuierait de commencer à emballer les choses, pas essentielles ? C'est pour libérer de la place pour mes beaux-parents. Je pensais que l'armoire du bureau pourrait contenir quelques-unes de tes affaires, pour l'instant. Pas essentiel. J'ai regardé la pièce, tout m'appartenait, la commode, la bibliothèque, même la lampe de chevet. Mais j'ai hoché la tête et dit. Bien sûr. Cet après-midi-là, elle passa la tête dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. Ah, autre chose, Béatrice est allergique à beaucoup d'odeurs. Les senteurs fortes lui dérangent le nez. Tu pourrais mettre moins de piment et d'ail ? Je remuais la casserole lentement. Bien sûr. Ce soir-là, alors que j'emportais des serviettes vers la buanderie, je les entendis discuter dans le salon. Je m'arrêtai au coin du couloir, caché derrière la demi-cloison. On va installer Béatrice dans la chambre principale, disait Tania. Diego peut prendre celle du bas. Et ta mère ? Demanda Liam. Un silence. Puis, d'une voix sèche et détachée, elle peut aller où elle veut. Peut-être que les enfants partageront une chambre et on transformera la sienne pour eux. Liam ne répondit pas. Je retournai dans ma chambre, oubliant les serviettes. Un œuf se serra dans mon ventre, comme si j'avais avalé quelque chose de tranchant. Les jours suivants, je regardais la maison différemment. Le garde-manger avait changé, fini le café que j'aimais, moins de fruits, plus de plats préparés. Le thermostat baissait à 19 degrés et personne ne me proposa de couverture. Au dîner, les places furent réorganisées. La chaise de Béatrice était déjà placée à côté des enfants, comme si elle l'attendait. La mienne était poussée contre le mur, rangée. Les enfants cessèrent de me demander des histoires avant de dormir. Tania dit qu'ils étaient trop grands pour ça. Je commençais à passer mes soirées seule dans ma chambre, à manger sur un plateau, en regardant de vieilles vidéos à volume bas. Je pris l'habitude de marcher dans la maison la nuit,
pieds nus et en silence. C'était le seul moment où je sentais que cet endroit était encore un peu à moi. J'allumais la lumière du porche, vérifiais les serrures, repliais une couverture oubliée de petits rituels, comme une mémoire musculaire d'une vie que je vivais encore, mais dans laquelle on ne m'invitait plus. C'est là que j'ai commencé à dresser un inventaire. Pas seulement de ce qui m'appartenait, mais aussi de ce qu'on ne me permettait plus d'utiliser. Dora remuait son thé lentement, le front froncé, en m'observant de l'autre côté de la table. On se retrouvait chaque premier jeudi du mois au Café La Rosa, mais cette fois, c'était différent. Je n'avais pas dit grand-chose depuis mon arrivée. « Il ne te déplace pas », dit-elle enfin en reposant sa cuillère. « Ils t'ont déjà effacé. » Je laissai échapper un rire léger, sans souffle. « Je sais », dis-je. Mais l'entendre dit à haute voix, ça fait encore plus mal. De retour à la maison, j'ouvris mon ordinateur portable et consultai mon compte bancaire. Je ne faisais pas ça souvent, je n'ai jamais mesuré l'amour avec de l'argent, mais les mots de Dora collaient à moi comme de la buée sur une vitre. J'ai passé en revue les relevés mois par mois, courses, factures automatiques, virements directs à Tania pour les extras. J'ai fait un tableau Excel. À la fin, le total tournait autour de 20 000 €. Je me laissais tomber sur la chaise, ce chiffre pulsant dans ma tête. De l'argent qui avait fait tenir cette maison debout, sans reconnaissance ni gratitude. J'ai ouvert un tiroir et sorti un vieux classeur. Dedans, les papiers que j'avais rassemblés des années auparavant, quand j'avais envisagé d'acheter un appartement après la mort d'Alfred. J'avais alors 50 000 € de côté. J'étais à 2 jours de signer lorsque Tania m'a appelé en larmes, la crèche des jumeaux avait doublé de prix, Liam était sans travail. J'ai transféré la compte le lendemain. Elle avait pleuré au téléphone, promis de me rembourser. C'était il y a presque 3 ans. J'ai refermé le classeur et l'ai posé sur mes genoux, ses bords usés par le temps. Mes mains ne tremblaient pas encore, mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus une question d'espace, ni des allergies de Béatrice, ni des chambres libres ou des menus. C'était être utile, jusqu'à devenir encombrante. J'ai déposé le classeur sur le plan de travail et je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai sorti un post-it d'un tiroir et j'ai écrit « Rassembler les papiers ». Tout mettre par écrit. Tout documenter. La note est restée là, comme un rappel ou une promesse. J'ai attendu que les enfants sortent jouer avec leur vélo pour lui parler. Tania était dans la cuisine, remuant une casserole de quelque chose d'insipide, tout droit sorti d'un emballage. Je me suis placée de l'autre côté du comptoir, les mains croisées, comme une patiente qui attend un diagnostic. « Où tu attends que j'aille ?» Elle ne leva pas les yeux. « Je ne sais pas, maman. Tu es intelligente. Tu trouveras bien. » Je clignai des yeux, laissant le silence s'installer. « Les parents de Liam ont besoin de stabilité maintenant, » ajouta-t-elle, comme si ça rendait la chose moins cruelle. « Ils sont âgés. Béatrice est prédiabétique et Diego a des problèmes de dos. Ils ont besoin de soins. » J'ai failli rire. Comme si ce n'était pas moi qui me levais tôt pour déneiger l'allée, qui emmenait les enfants chez le médecin, qui cuisinait tous les jours. Comme si ce n'était pas moi qui avais maintenu cette maison à flot quand on n'y arrivait pas. « Tu as déjà eu ton temps ici, » dit-elle enfin en se retournant. « C'est le moment. » Comme si j'avais été en vacances prolongées, pour lesquelles je devais être reconnaissante. Comme si je n'avais pas donné ma vie pour rentrer dans la sienne. J'ai hoché la tête lentement. Je comprends. Je suis allée au salon sans ajouter un mot. Et là, j'ai vu la photo de famille qui était sur la cheminée, celle de l'été où nous étions allés au lac, le bras d'Alfred autour de mes épaules et les enfants avec des glaces à la main. Elle n'était plus là. À la place, un portrait encadré de Liam enfant, à côté d'un garçon que je ne reconnaissais pas. Le cadre était neuf, doré, brillant, bien en évidence. Je suis restée là plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Quand je me suis retournée, Tania était déjà montée. Ce soir-là, pendant que la maison bourdonnait de conversations sur les dates d'arrivée et les housses hypoallergéniques, j'ai emporté mon thé dans le garage et me suis assise sur la marche froide à côté du sèche-linge. J'ai sorti le carnet que je gardais depuis la mort d'Alfred et j'ai écrit 2 lignes. Ce n'est plus ma maison. Mais ce n'est pas encore la leur. J'ai refermé le carnet et l'ai glissé dans mon pull. Ensuite, j'ai ouvert le placard au-dessus de la machine à laver et commencé une liste mentale. Je commençais par le lave-linge et le sèche-linge. Je les avais achetés quand l'ancien ensemble était tombé en panne en pleine saison de grippe. Tania était désespérée, Liam était en déplacement. Le lendemain matin, j'étais allée au magasin d'électroménager et j'avais payé comptant. La facture était toujours dans mon mail, datée de 2 ans.
Je l'ai imprimé et placé dans un nouveau classeur, étiqueté au crayon, bien personnel. Ensuite, la table de salle à manger. Je me rappelais avoir mesuré l'espace avec Dora, comparé les finitions en bois, choisi une table avec rallonge pour les repas de famille. Cette table avait vu chaque anniversaire depuis la mort d'Alfred, chaque devoir, chaque bol de céréales renversé. Je l'avais payé par chèque, la copie carbone était encore dans mon bureau. Le purificateur d'air était arrivé en pleine saison des allergies, lorsque Tania se plaignait de la toux nocturne des enfants. La cocotte minute était un cadeau de Noël pour moi, parce que personne d'autre n'avait pensé à m'en offrir un cette année-là. Je parcourais la maison lentement, m'attardant sur les objets que j'avais oubliés, le lampadaire du salon, l'étagère du couloir avec des piles et des câbles en rab, le tapis d'entrée que j'avais acheté après avoir glissé. Chaque objet avait une histoire, une trace silencieuse et invisible de mon service. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur et listé non seulement ce que j'avais acheté, mais aussi quand, combien, et pourquoi. J'ai revu mes relevés de cartes, mes factures de magasin, mes reçus PayPal. Les chiffres étaient constants, le récit clair. Quand les enfants étaient couchés et que les lumières du couloir s'étaient éteintes, j'avais 3 classeurs de reçus et de documents imprimés. Je les ai rangés sous mon matelas, dans un coin profond, et j'ai regardé le plafond longtemps. Peu avant minuit, j'ai ouvert une fenêtre privée et réservé un studio pour le week-end, à 15 minutes d'ici. J'ai utilisé un autre nom de famille. C'est juste un test, me suis-je dit. Un essai. Rien de plus. J'ai attendu jusqu'à vendredi. Tania avait une retraite de travail, et Liam emmenait les jumeaux au karaté avant de les déposer chez ses parents. Cela me laissait une fenêtre de 4 heures suffisamment, si je suivais mon plan. J'ai garé la camionnette empruntée dans une rue voisine et envoyé un message à Dora, prête. Elle est arrivée 10 minutes plus tard, les manches retroussées et le regard déterminé. Nous avons bougé en silence, méthodiquement. Pas de tiroir claqué, pas de chaise traînée. Juste des pas mesurés et des sacs fermés. Nous avons commencé par le placard principal, mes draps, mes manteaux d'hiver, la machine à coudre cachée derrière un vieux humidificateur. Ensuite, le salon, j'ai roulé le tapis que j'avais acheté après avoir failli glisser sur le sol. Dora a emballé les livres, s'est arrêtée en tombant sur un avec l'écriture d'Alfred dans les marges et me l'a tendu sans un mot. La cuisine a pris plus de temps. Chaque poêle, chaque ustensile que j'avais acheté, chaque appareil que j'avais remplacé, tout est parti. Les étagères sont restées vides, sauf quelques tasses dépareillées et une passoire cassée. J'ai même pris la cocotte minute. Nous avons gardé la table de salle à manger pour la fin. Je l'ai nettoyée une dernière fois avant de démonter les rallonges et d'emballer les chaises dans de vieilles couvertures. Dora secoua la tête en travaillant. Ils vont rentrer et croire que la maison a explosé. Non, ai-je répondu. Ils vont rentrer et voir ce qu'ils ont construit en me chassant. À midi, la camionnette était pleine. J'ai fait un dernier tour dans la maison non pas pour me souvenir, mais pour m'assurer que chaque recoin que j'avais touché était bien enregistré. Puis je me suis assise au comptoir et j'ai laissé une feuille à un endroit où il ne pourrait pas l'ignorer. Je l'avais écrite la veille, imprimée à la bibliothèque, et signée à l'encre bleue. Ce que j'ai payé, je l'ai emporté. Signé, Marina. Dora et moi avons conduit la camionnette jusqu'au studio. Un petit endroit, avec des plans de travail usés et un radiateur capricieux, mais la serrure a cédé à ma clé, le thermostat a répondu à ma main, et le silence m'a accueilli. Ce soir-là, j'ai préparé du thé dans ma tasse, dans une cuisine qui ne me jugeait pas, et j'ai rédigé une nouvelle liste, cette fois, de choses dont je ne ressentirais pas le manque. Le serrurier est arrivé tôt, un homme mince appelé Jonas, qui sentait légèrement le café et le métal. Je lui ai proposé un verre d'eau, mais il a décliné poliment et s'est mis au travail. Il lui a fallu moins de 20 minutes pour changer la serrure. Quand il m'a tendu les nouvelles clés, je les ai tenues dans la paume plus longtemps que nécessaire. Elles semblaient chaudes, réelles. J'ai signé le contrat de location cet après-midi-là, un document d'une seule page, sans complications ni petites lignes. Juste un loyer mensuel de 800 €, que je pouvais payer sans toucher à ma retraite. J'ai mis en place un virement automatique depuis un compte épargne que Tania ne connaissait pas ouvert après la mort d'Alfred, où j'avais déposé de petites sommes ici et là. À l'époque, je ne savais pas pourquoi j'économisais. Maintenant, je savais. Ce soir-là, alors que je déballais des assiettes dans ma petite cuisine, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai hésité, m'attendant encore à des reproches ou à des besoins qui ne seraient pas les miens. Mais en ouvrant, j'ai trouvé une femme avec un sourire chaleureux et une boîte de biscuits. « Je suis Laetitia, dit-elle. Unité 3B. Je vous ai vu emménager.
On joue aux cartes le jeudi soir dans la salle commune. Vous devriez venir. J'ai hoché la tête, surprise de dire oui si vite. 1 heure plus tard, j'étais assise autour d'une table pliante avec Laetitia et 3 autres femmes, des veuves, une divorcée, toutes retraitées, riant et buvant un café décaféiné bien fort. Personne ne m'a demandé de nettoyer, personne n'a parlé sur moi, personne n'attendait rien d'autre que ma présence. Je suis rentrée au studio avec une étrange légèreté dans la poitrine, comme si le monde respirait à nouveau. J'ai fait des œufs brouillés sur ma plaque électrique, je me suis assise en tailleur sur le futon que j'avais choisi. L'ancienne maison résonnait encore dans mon esprit, mais son emprise se desserrait. J'ai dormi la porte fermée, les fenêtres entr'ouvertes et les clés sous l'oreiller, pas par peur, mais par habitude. Une habitude que j'étais enfin prête à abandonner. Le premier appel est arrivé à 9h13. Je l'ai laissé sonner. Je reconnaissais ce ton, tendu, sec, irrité. Pas de message. Le deuxième est arrivé 20 minutes plus tard. Cette fois, elle a laissé un message. Maman, tu n'as pas pris un peu plus que nécessaire? Le frigo est complètement vide. Tu as vraiment pris toutes les casseroles? À midi, elle avait déjà appelé 5 fois. Le 6e appel est arrivé à 16h, avec un message qui commençait ferme mais s'effondrait rapidement. Les enfants pleurent parce qu'ils ne trouvent pas leurs céréales, et la cuisinière ne marche pas. Liam essaie de la réparer, mais ce n'est pas pareil. Où est la cocotte minute? Tu as vraiment pris la machine à laver? Oui, ai-je répondu. J'ai pris. J'étais assise à ma petite table pliante, buvant du thé dans une tasse que je n'avais pas besoin de partager, quand le 8e message est arrivé. Maman, s'il te plaît, c'est trop. On ne pensait pas que tout allait disparaître. Tu pourrais au moins rendre quelque chose pour les enfants? Sérieusement, qui prend le purificateur d'air? Quelqu'un qui l'a acheté, ai-je pensé. Au 10e appel, le fil de sa voix a cédé à autre chose. Et écoute, peut-être que je n'ai pas bien dit les choses. J'étais stressée. Les parents de Liam n'aident même pas encore, ils ne font qu'ajouter du désordre. Je ne voulais pas que tu te sentes rejetée. Ce n'était pas une question de ressenti. C'était ce que j'avais enfin accepté. Le 11e appel est arrivé après la tombée de la nuit. Elle semblait fatiguée, la voix rauque. Maman, s'il te plaît. Je ne voulais pas que ça sonne comme ça. Reviens. Les enfants te demandent. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. J'ai regardé l'écran s'éteindre au 12e appel et j'ai mis mon téléphone en silencieux. Cette nuit-là, je suis restée devant la fenêtre à regarder la rue en bas, tranquille, silencieuse, imperturbable. Ils n'avaient pas besoin de moi, jusqu'à ce que je leur manque. C'est différent. J'ai rincé ma tasse, les essuyé avec une serviette que j'avais achetée, et les rangé sur l'étagère que j'avais installée de mes propres mains. Le bureau de Madame Hidalgo était calme, coincé entre un pressing et une boutique de fleurs au centre-ville. Elle parlait doucement, mais de façon directe. Elle a parcouru mes notes et mes reçus un par un, sans juger. Elle hochait la tête en feuilletant le dossier, relevé bancaire, facture d'appareils électroménagers, jusqu'à un vieux ticket de supermarché que j'avais gardé par habitude. Pas de bail signé, dit-elle, mais beaucoup de preuves. Vous étiez une résidente contributive, avec des droits légaux. Si vous voulez un remboursement, on peut préparer une action. Ou bien vous laissez tomber. C'est vous qui décidez. J'ai hoché la tête, mais je savais déjà. Je ne voulais pas leur argent. Je voulais récupérer la dignité qu'ils avaient tenue pour acquise. Cette nuit-là, j'ai écrit la lettre. Je n'y ai pas trop réfléchi. Tania. Je n'habitais pas juste ici, j'y ai investi mon temps, mon argent, mes soins. Tu m'as traité comme une locataire quand ça t'arrangeait et comme un fardeau quand ça t'ennuyait. Je ne suis pas partie par douleur. Je suis partie parce que je me suis rappelé qui je suis. Tu as perdu une femme de ménage, une cuisinière, une baby-sitter. Mais surtout, tu as perdu ta mère. Ce coup n'apparaît pas dans ton application bancaire, mais tu le sentiras dans ta maison. Signé, Marina. Je l'ai pliée, mise dans une enveloppe et déposée au courrier le lendemain matin, sans adresse de retour. En rentrant, j'ai trouvé une tarte sur le pas de ma porte, avec un mot de Laetitia, on se voit jeudi. Apporte ta bonne humeur. J'ai souri, ouvert la porte et suis entrée dans M1 Espace. Dora est arrivée avec une brique de vin, 2 verres en plastique et un sac de biscuits et de fromage. Elle a regardé le studio et a hoché la tête, approuvant. C'est cosy, dit-elle en enlevant ses chaussures. Et ça sent comme un endroit où personne n'a crié. Nous nous sommes assises comme 2 étudiantes, riant jusqu'à en perdre le souffle.
Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas d'horloge, personne n'avait besoin de rien, personne ne faisait de remarques sur le thermostat ou sur la façon de plier les serviettes. Juste deux femmes qui se connaissaient assez pour rire avec tout leur corps. Le lendemain, Laetitia a frappé avec un manique tricoté, fleuri, violet, avec un bord doré. Cadeau de bienvenue, dit-elle. Je l'ai fait quand mes mains étaient plus fermes. Je l'ai remercié et accroché à la poignée du four. Il allait parfaitement là, comme quelque chose de conquis, pas attendu. Quelques jours plus tard, une grosse enveloppe est arrivée. À l'intérieur, un dessin colorié, collé sur une assiette en carton. Il représentait une petite maison avec une cheminée de travers et des bonshommes devant, moi et deux petits-enfants. Au-dessus, écrit de travers, on lisait « La maison de mamie ». Je l'ai serré contre ma poitrine un instant avant de l'accrocher sur le frigo avec un aimant. Je n'avais plus de salle à manger formelle, plus de chambre principale, plus de couloir avec des photos de famille. Mais j'avais la paix. Et cette fois, je n'étais pas seulement dans la maison, j'étais la propriétaire de la paix qu'elle contenait.